En combinant de l'imagerie médicale et des modèles de diffusion, il serait possible de reconstruire des images auxquelles le sujet de l'expérience aurait pensé. Ça semble complètement fou et ça l'a paru aussi à mes invités du jour, le collectif Obvious, qui se sont mis en tête de reproduire cette expérience pour en avoir le cœur net. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Avec toutes les pensées? Dans quelle résolution? J'ai plein de questions. Mais juste avant, j'ai un message à tous ceux parmi vous qui ont besoin d'un site pour leur activité. Si vous ne savez pas coder ou faire appel à un web designer est trop coûteux, j'ai peut-être la solution pour vous. Il s'agit du générateur de site web par IA de notre partenaire Hostinger. C'est dur de faire plus simple. Vous décrivez le site dont vous avez besoin et l'IA va vous créer automatiquement un site unique. Avec des images générées pertinentes, un logo généré ou du texte optimisé pour le SEO. C'est pas parfait non plus, mais c'est une super bonne première étape. Si vous avez toujours eu la flemme de vous y mettre, vous partez pas de zéro. Et même chose, si vous avez un WordPress, un assistant peut vous aider à créer du contenu. Et en plus, la migration de votre site web actuel vers Hostinger est gratuite et automatique. Tout ça avec l'hébergement et un nom de domaine sont compris dans le plan business où vous avez moins 10% avec le code _ sur les plans de 12 mois et plus. Le lien est en description. Et si ça vous intéresse, il y a un lien vers ma vidéo dédiée sur Hostinger. Et on reprend. Expliquez-nous, pour commencer, ce que eux, les chercheurs américains, essayaient de faire. C'était quoi leur ambition à la base? Alors, il faut savoir qu'en fait, il y a un domaine de recherche qui est très actif depuis 10 ans dans lequel on essaie de regarder les cerveaux des personnes quand ils vont dans des IRM et on essaie de décoder ce qui se passe dans leur cerveau quand ils regardent des images. Donc, notamment, on a pu identifier qu'il y a certaines zones du cerveau qui s'activent très souvent, la zone occipitale derrière, etc. Et du coup, avec les progrès de l'intelligence artificielle générative, on s'est dit, est-ce qu'on peut utiliser ces données-là pour recréer les images que les personnes voient dans l'IRM? Et ça a été assez actif, etc. Mais à l'arrivée du texte ou image et des nouveaux outils qu'on a aujourd'hui, ça s'est développé énormément. Et ce papier-là, notamment, qui est sorti il y a 1 an, qui s'appelle MindEye, a pu permettre de faire des résultats vraiment extrêmement impressionnants, très fidèles. Donc voilà, une personne va dans l'IRM, regarde une photo de bus, et ensuite l'algorithme est capable, à partir de ces données-là, de recréer la photo de bus sans jamais avoir vu cette photo de bus, seulement en ayant vu les données de cerveau. Et donc là, on commence à rentrer dans la science-fiction parce que voilà. Ce que tu expliques avant sur toute cette recherche-là, c'est corréler des activités à des zones du cerveau. En gros, c'est arriver à déduire potentiellement le type d'action qui est en cours, c'est ça? Tout à fait. Et même le stimuli, même ce que la personne a eu comme perception. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que quand on regarde, par exemple, un visage, il y a certaines zones de notre cerveau qui s'activent plus que d'autres, quand même dans les zones visuelles. Et quand on regarde pas un visage, mais par exemple un paysage, ça va être les zones visuelles, mais d'une manière un peu différente. Et si tu donnes assez de données à un algo avec ces correspondances-là, il va être capable d'apprendre que quand tu regardes un visage, c'est plutôt ça qui s'active. Quand tu regardes un paysage, c'est plutôt ça qui s'active. Et si tu donnes assez, au bout d'un moment, il arrive à joindre un peu les deux bouts et à comprendre que... Ce qui est déjà stylé. Ouais, ce qui est déjà vraiment intéressant, ouais. Et donc nous, quand on tombe sur cet article du MIT, en fait, on se dit, ouais, c'est ouf parce que c'est un domaine de recherche que personne ne connaît, qui va avoir des applications dans les prochaines années. Et donc nous, notre travail d'artiste-chercheur, c'est de pouvoir prendre ces trucs-là, de voir si ça fonctionne et de l'apporter au grand public. Ouais. Donc, pour préciser, quand tu dis voir si ça fonctionne, c'est essayer de reproduire littéralement l'expérience. C'est ça, c'est la base de la science. Pour comprendre l'expérience en elle-même, c'est quoi concrètement? Qu'est-ce que tu dois mettre en place? Concrètement. Qu'est-ce que c'est les fMRI par exemple ou des trucs comme ça? L'IRM-F, c'est les IRM fonctionnels. Ça permet d'avoir des informations sur le cerveau vis-à-vis donc fonctionnel de ce qui se passe quand tu fais une action. Donc déjà, ces IRM-F, il faut en avoir accès. Souvent, c'est dans la recherche, il n'y en a pas vraiment beaucoup, etc. Donc on a fini par trouver un contact qui nous a aidé à pouvoir faire gratuitement différentes heures d'IRMF dans un hôpital à des heures après que les patients soient passés, tu vois, pour pas aussi déranger. Voilà. Ouais, donc c'était un peu des heures d'IRM un peu sketchy, ouais, c'est un peu bizarre sous le manteau, tu vois. Donc voilà, ça c'était assez marrant. Et du coup, là, on prenait comme cobaye nous, parce que toute l'idée c'est aussi de voir ce qui se passe dans notre tête en tant qu'artiste quand on visualise ou on imagine des images, ça on y revient après. Et donc du coup c'est Gauthier qui a commencé, puis après Pierre a pris la suite, mais là donc, du coup il va faire son IRM comme si tu faisais un IRM de la cheville, du genou, etc. Sauf que c'est un IRM du cerveau, donc ta tête est écrasée dans un truc où tu dois absolument pas bouger. Dès que tu bouges, ça casse les données, casse toutes les données. Ah oui. Ouais, ensuite, tu dois regarder donc une vidéo qui t'est montrée où on te montre les images pendant quelques secondes, puis après on te met un repos pour reposer le cerveau entre guillemets. Et en fait, on fait ça pendant le plus longtemps que le sujet est d'accord, parce qu'en fait c'est
vraiment une torture comme truc. Rester dans un IRM qui fait énormément de bruit pendant beaucoup de temps, c'est horrible. Du coup, tu l'as fait. Moi, j'ai 10 heures de vol. 10 heures de vol dans la machine. Et ouais, c'est très particulier. Moi, ça va, je suis pas trop sensible à la claustrophobie. Mais ouais, comme disait Hugo, tu vois dans les images, là, t'as un arceau, ça fait énormément de bruit. En plus de ça, quand tu rentres chez toi, on a appelé ça... tu t'es fait magnétiser, mais en fait, t'es un peu comme le mal de mer, tu vois. Donc ça passe après une nuit, mais le soir, quand tu rentres chez toi, tu tangues, tu vois. T'es vraiment... c'est pas dangereux, il y a aucun problème de santé, mais par contre, t'as le mal de mer chez toi en rentrant, quoi. Ce que tu obtiens à la fin, ces 10 heures-là j'allais dire de rush, comme si c'était de la vidéo. Un petit peu, ouais. En gros, c'est un peu ça. Donc, tu reçois ça. Qu'est-ce que t'en fais? Alors là, ce qui est cool, c'est que donc du coup, le papier MindEye, en l'occurrence dont on parlait, qui est sorti l'année dernière, ont publié tout leur code en open source. C'est d'ailleurs une organisation qui est très cool, s'appelle Medarc. Donc les algos qui permettent de faire la partie, t'as les données, et ensuite l'algorithme regarde les images et les données, essaye de faire les correspondances entre les deux pour qu'ensuite tu lui donnes des nouvelles données dont il n'a pas vu l'image et fait l'image. Quand elles sont brutes, c'est des données vectorielles, donc c'est en gros, c'est une liste de nombres, tu vois. Et donc, tu as ta liste de nombres, il y a plein d'opérations qui sont faites, c'est mappé dans certains espaces, etc. Et ensuite, c'est redéployé en une image via un générateur type Stable Diffusion, par exemple. Donc ça, c'est vraiment la partie, les images sont vues, et ensuite, les images qui sont en bas, c'est les images qui sont reconstruites. De fait, c'est pas photoréaliste, évidemment, mais quand tu commences tu t'arrêtes un peu sur les détails et tout. Ce qui est intéressant de voir, c'est les âges, les sémantiquement parlant, voilà, tu vois. Sémantiquement parlant, sur l'image de droite, il y a un bateau, et l'image reconstruite, il y a aussi un bateau. Est-ce que vous savez ce qui bloque, entre guillemets, pour passer l'étape encore d'après pour vraiment relire l'image? En vrai, ce qui merde, c'est les données. C'est que en vrai, les IRM, elles regardent pas l'activité du cerveau, elles regardent un proxy de l'activité du cerveau. C'est-à-dire que quand certaines zones du cerveau s'activent, il y a beaucoup d'oxygène qui se remplit à cet endroit-là, tu vois. Et du coup, c'est ça que ça regarde. Et c'est juste une sorte d'auxiliaire de ce qui se passe vraiment dans le cerveau. Donc, c'est bruité, c'est pas top. Ok, en fait, tu regardes une variable corrélée. Exact. Qui n'est pas vraiment ce qui t'intéresse. Et donc, il y a plein de problèmes avec ça. Ok. Et puis, ce qui serait aussi cool, c'est d'avoir des jeux de données avec des méthodes invasives, donc notamment des trucs comme Neuralink. Du coup, les méthodes invasives, pour l'instant, éthiquement, c'est quand même pas terrible. C'est quand même un sujet super sensible, donc c'est un gros frein. Là, on peut dire que l'expérience est reproduite quand même. Tout à fait, on est content. À partir de là, qu'est-ce que vous vous dites? Donc là, ce qu'on se dit, c'est que, ok, c'est sympa de faire ça, mais nous, en fait, on est aussi des artistes, et donc recréer des images qu'on voit, ça n'a pas d'intérêt artistiquement. Et donc, ce qu'on se dit, c'est que le rêve, ce serait de pouvoir faire le même procédé, mais pas avec des images qu'on regarde, mais des images qu'on imagine, donc des nouvelles images. Et donc, on a un peu l'idée folle de se dire, est-ce qu'on pourrait pas pousser cette recherche et essayer de amener notre contribution là-dessus et d'essayer d'avoir des résultats significativement mieux que la chance, donc des résultats intéressants sur ce problème de l'imagination. Tu vois, et là, ce qui est vraiment dur, c'est qu'il faut inventer un protocole. C'est-à-dire que là, dans l'étape précédente, en fait, tu répliques de la science, donc tu te dis, vas-y, on va essayer de répliquer. Donc, en fait, c'est qu'une histoire de trouver les moyens, d'avoir la compétence technique et d'avoir les gens qui t'entourent. Et là, dans la deuxième étape, tu dois travailler avec les chercheurs pour réussir à inventer un nouveau protocole, mais t'as 90% de chances pour que ce soit n'importe quoi, tu vois. Oui, tu testes, quoi. Ouais. Et donc là, on a la chance quand même d'avoir travaillé avec des neuroradiologues qui, eux, savent aussi ce qui se passe dans le cerveau et donc qui peuvent nous aider. Nous, on est très bons sur la partie IA, moins sur la partie neurosciences. Et donc, du coup, ça a été une recherche complémentaire avec eux, notamment avec Charles Mellerio, qui est un neuroradiologue assez connu, etc. Comme vous l'a dit, les algorithmes, ils partent d'activité de cerveau et d'images, et ils font des correspondances entre les deux. Sauf que quand tu t'imagines une image totalement nouvelle, cette image, elle existe que dans ton cerveau. Tu l'as pas sur ton ordi. Donc, tu peux pas entraîner ton modèle là-dessus. Donc, il faut trouver un trick pour sortir de ce problème-là. Et donc, le trick, ça a été de se dire, OK, on va faire deux parties. On va faire une partie qu'on a appelée imagination faible, qui va, elle, être basée plutôt sur la mémoire. Donc, imagine-toi une photo que tu as déjà vue. Okay. Par exemple, imagine le visage de ta mère. Ouais. Tu y arrives plus ou moins bien. Et on a la photo de ta mère. Ouais. Donc, du coup, c'est pas mal. Et après, il y a la partie imagination forte, dans laquelle on s'imagine une image totalement nouvelle. Et là, on essaie d'entraîner l'algorithme sur la première partie pour essayer d'espérer qu'il généralise sur la deuxième partie. Parce que sur la deuxième partie, tu as les activités cérébrales, mais tu n'as pas l'image associée. Mais tu as les activités cérébrales, donc tu peux le donner à ton modèle. En fait, tu fais un pari. Tu fais un pari, exactement. Paries que ça va généraliser. Dans ton cerveau, le concept de te souvenir d'une image que tu as déjà vue est très proche de t'imaginer une nouvelle image. Et c'est pas tant un pari que ça, parce que justement, le trick, c'est que ce que nous ont dit tous les chercheurs en neurosciences, c'est qu'en fait, quand tu imagines, tu utilises les canaux de la vision. Et donc, c'est ça l'input, c'est de se dire, en fait, on va pouvoir utiliser les canaux de la vision pour décoder l'imagination.
Et donc, tu utilises les canaux de la vision et aussi 2-3 autres parties. Et on a fait une étude dans notre papier, ce qui n'est pas une étude nouvelle, mais qui est une étude où on montre que quand tu regardes des images, il y a certaines zones qui s'activent. Quand tu t'imagines une image à partir de la mémoire, c'est à peu près les mêmes zones et d'autres zones. Et ensuite, quand tu t'imagines une nouvelle image, c'est les mêmes zones et encore un peu d'autres zones, mais il y a de l'overlap et c'est pas clair, etc. Ok. Donc, tu peux faire ce pari, ça paraît assez raisonnable. Donc il y a probablement une activité conjointe et en même temps des spécificités aux deux activités. C'est hyper intéressant. À partir de là, vous êtes en mode OK, go, let's go. On prend les données. On commence par l'imagination faible du coup. Et donc là, le processus, c'est t'es dans l'IRM. Au lieu d'avoir que des images qui défilent, là, t'as une image qui t'est blippée. Il la regarde 0,1 seconde. En fait, dans 0,1 seconde, t'as à peine le temps de la voir. Juste, tu t'en rappelles, tu fais ah oui, je sais que c'est celle-ci parce que dans notre protocole, on la monte 3 secondes avant. Ensuite, on attend un peu. Ensuite, on la remonte 0,1 seconde. Et là, il s'en rappelle parce qu'il l'a vu 3 secondes avant. Et on peut pas simplement ne pas la montrer aussi 0,1 seconde parce que comme tu dois le faire sur des milliers d'images, il peut pas se rappeler de milliers d'images juste avec un cue de « Oh, tu te rappelles cette image ?» Ah non. Et après, on le laisse longtemps imaginer. Donc là, pendant 5-10 secondes, je suis dans ma tête et j'essaie de reconstituer le plus possible l'image que j'ai vue, tu vois. Et donc là, c'est les résultats que vous voyez là. C'est-à-dire que l'image qui m'a été blippée, elle est en haut, et l'image que l'algorithme il a reconstruit par rapport au moment où j'étais en train d'essayer de me rappeler de cette image et de la reconstruire mentalement, c'est en bas. Déjà, ça c'est cool. La troisième étape, c'est on n'a plus besoin du blip, c'est là qu'est-ce qu'on me donne, tu vois. Et alors là, on s'est dit en fait, ce qu'on va faire, c'est on va diviser en 2 parties. On va faire une partie où juste on me dit pense à une image qui te fait penser à cet, comment dirais-je, sentiment. Tu vois, donc pense à une image qui te fait penser à l'amour. Donc là, je pense à ma femme. Pense à une image qui te fait penser à la colère. Donc là, je pense à un volcan, tu vois. Et donc là, après, on regarde. Et en fait, dans l'IRM, pour pouvoir avoir ce témoin, je dis là, je pense à ma femme, tu vois. Pour qu'on ait au moins un espèce de témoin qui puisse nous valider ou pas ce genre de choses, tu vois. Et donc là, ce qui a fonctionné, c'est le fait que, en gros, ça s'est détecté. Si quand je pense à un paysage, c'est un paysage. Quand je pense à un portrait, c'est un portrait, tu vois. Mais est-ce que du coup, il y a une étape d'entraînement où l'opérateur en question doit d'abord filtrer en gros les données et dire ah bah là non, c'était pas ta femme, tu vois, c'était autre chose. Non, d'accord. Donc en fait, d'entrée de jeu, la généralisation a marché. C'est ça. Il y a eu, en gros, on a créé une sorte de métrique pour essayer de voir si ça marchait. Notamment, on a un peu résumé notre problème à portrait et paysage. Et après, on lui a dit, en gros, pour vraiment simplifier, imagine un portrait ou imagine un paysage. Et à partir de ça, on le donne à l'algorithme et on voit si quand il a pensé à un portrait, ça fait un portrait. Quand il a pensé à un paysage, ça fait un paysage. Et 9 fois sur 10, c'est le cas, tu vois. Donc, quand on voit sur l'image de gauche, on lui a dit, imagine un portrait qui te représente l'optimisme. Et ce qui est sorti, c'est une femme qui sourit, par exemple. Ensuite, celle qui est juste à droite, c'est imagine un paysage qui te représente aussi l'optimisme. Et là, il a pensé à un arbre et ça a sorti un arbre, tu vois. C'est ça. Donc, pour te dire, moi, ce que je pense au moment où j'ai ce truc-là dans l'IRM, je pense à une petite fille qui sourit, tu vois. Je la pense pas aussi surréaliste, aussi maquillée, etc. Mais en tout cas, l'élément sémantique de base qui est je veux une fille qui sourit est là, tu vois. Donc c'est déjà une dinguerie. Et pareil sur l'arbre, tu vois. Non, franchement, c'est incroyable. C'est de la magie noire. Ouais, c'est vraiment de la magie noire, ouais. Trop étrange comme sensation. Et en fait, c'est ce que tu cherches à prouver. Et après, on se dit, bon, vas-y, comment est-ce qu'on va pouvoir apporter ça aux gens? Et donc là, on repasse dans la partie artistique de comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser finalement les outputs de notre science pour faire de l'art. Et en fait, très vite, on est tombé sur le surréalisme, qui est un mouvement qui a pour objectif d'essayer d'exprimer le plus directement possible les vues mentales des artistes. Et donc là, on a poussé le truc en se disant, bon, on va faire ce qu'on appelle de l'écriture automatique, qui est en fait un des principaux exercices des surréalistes. Donc c'est, je me mets devant une feuille et je laisse couler ma plume jusqu'à ce que des phrases intéressantes en sortent, tu vois. Donc là, j'écris un truc sur la colère et un volcan, je sais plus trop ce que j'écris, c'est assez fumeux. Et en fait, là, je re-rentre dans l'IRM, on me donne ce que j'ai écrit et on me dit maintenant imagine une image associée à ça, tu vois. Et en fait, il y avait clairement à ce moment-là donc un prompt avec plus ou moins pense à la colère, pense à un truc autour de la haine et etc. Et j'ai pensé à un volcan, tu vois. Et ça nous donne l'image qui est finalement celle-ci, tu vois. Qui est la première œuvre issue de tout ce processus-là qui a pris 1 an, etc. Donc on est très content d'avoir créé cette image d'une manière totalement bizarre, mais c'est un peu le résultat, tu vois. C'est clair que c'est
Il faut le contexte en gros. Sur le contexte, en vrai, c'est tout inutile. est dans le contexte et c'est ça qui est un peu C'est pour ça fascinant. que souvent on dit qu'on fait de l'art conceptuel aussi. C'est que voilà, ce qui est intéressant, c'est d'avoir toute l'histoire derrière, de comprendre quelle est la démarche. Et peut-être que ça devient intéressant. On fait pas seulement de l'art pour le visuel, quoi. Ouais, c'est ça. Ce serait quoi les applications possibles de la version dans 10 ans de cette Alors technologie? déjà, il y a énormément d'applications en médecine. Donc à la base, pourquoi ce domaine de recherche est très actif, c'est que il y a plein de personnes par exemple qui sont dans le coma, mais qui sont dans des états de conscience, qui pourraient communiquer via cette méthode-là. Ça c'est vraiment fondamental, quoi. J'avoue. Et en fait, il y a vraiment beaucoup de gens dans le coma, plus qu'on croit. Enfin, tu vois, c'est un très très gros problème. Donc ça, c'est une application évidente. Et en médecine, pareil, on n'est pas médecin, mais d'après ce qu'on a compris, il y a énormément d'applications. Donc ça, c'est vraiment celle qui est évidente. Après, bon, il y a des trucs un peu marrants. Je sais pas, c'est des trucs comme vérifier ce qu'il y a dans ton cerveau pour voir si tu l'as vraiment vu, tu vois. On a, je sais pas, Waouh. un truc, on se dit en Mais tribunal, ça, peut-être que ça peut servir, tu Attention, vois. je vais dire la phrase, mais c'est un épisode de Black Mirror, littéralement. Ouais, et c'est un... Où ils arrivent à remonter le temps sur des images vues dans le passé. Tu sais, c'est voilà. un témoin, ça fait valeur de preuve, mais au fond, c'est sa parole qui fait valeur de preuve, tu vois. Bah là, tu pourrais avoir un truc de est-ce Le que tu l'as détecteur de vraiment vu? mensonges, tu vois. Est-ce que tu l'as vraiment vu? Détecteur de Montre-moi, mensonges, tu vois. Ah, dinguerie. Et puis là, après, Ce que vous avez dit, c'est que c'est la même chose que l'imagination, si ça se trouve, en termes de Ouais, ça se trouve, tu peux le couiller, bien tu sûr, vois. on pourrait Ouais. douiller le Et là, détecteur c'est de... sûr qu'on est full Black Mirror, mais tu vois, t'as tout le côté aussi, bah, en fait, si tu restes vraiment dans l'artistique, il y a plein d'artistes déjà qui n'ont pas forcément les compétences de leur vision. Entre guillemets, moi je peux avoir des idées de sculpture sans être sculpteur et avoir les compétences, tu vois. Donc ça peut être aussi réussir à projeter les gens dans mes images mentales. Et donc ça, pour les artistes, c'est fou, tu vois. Et après, t'as toutes les parties où les gens qui ont juste, par exemple, des handicaps et qui peuvent pas peindre, qui peuvent pas s'exprimer, qui peuvent pas chanter, etc. Bah, en fait, ils peuvent passer par ce genre d'interface cerveau-machine pour vraiment s'exprimer. Si on prend un peu de recul, le plus important, ça reste le fait que, en gros, globalement, ça dit que tu peux faire l'opération lire dans ton cerveau via un outil et que ensuite tu peux utiliser cette donnée et la donner à d'autres gens. Donc c'est un outil de communication. Et donc en fait, voilà, C'est une interface, comme c'est tu une dis, interface et donc- homme-machine où on utilise une bande passante différente aussi parce Voilà. que aujourd'hui, en fait, quand on y réfléchit, si on prend le cerveau comme un système fermé, en input, on a des capacités complètement dingues en termes Et de en ce qu'on peut output, c'est absorber. horrible. Ouais. Et en fait, en sortie, on peut taper sur un clavier à 100 mots par... Ou faire par comme ça, caractère. ouais. Et dans l'écrit, c'est évident, tu vas pouvoir écrire sur ton portable en y pensant. Ça paraît une application directe, tu vois. Tu vas pouvoir contrôler la souris de ton ordi avec juste tac, 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 tac. En fait, tu réduis c'est la le démo de Neuralink qui a c'est fait ça. pas mal de bruit récemment, ouais. Et le gars, il a l'air de vivre une nouvelle vie, quoi. Ouais, Ça a ouais. l'air complètement fou. Et après, il faut toujours faire attention parce que, donc, tu vois, nous, notre travail d'artiste, c'est de montrer ça, mais aussi de montrer les enjeux en cours. C'est le classique du transhumanisme. Ouais, Le bien transhumanisme, c'est d'abord on aide les handicapés, et puis un jour, on commence à se mettre des prothèses nous-mêmes parce qu'en fait, on a des meilleurs résultats au lancer de javelot, tu vois. Et donc, en fait, c'est toujours le même mécanisme. Il faut en être conscient. Et c'est pour ça que je pense que notre travail, il est important. C'est que par ce type de travaux, tu amènes ce genre de réflexion aux gens et il faut qu'on se pose collectivement ces questions-là, tu vois. Si vous n'avez pas suivi l'histoire du Vesuvius Challenge ou comment un papyrus a été décrypté par un étudiant en IA, allez voir cette vidéo, c'était vraiment passionnant.